Alors que le manoir brillait, une fille était laissée dehors par ceux qui auraient dû la protéger. De l'autre côté de la ville, un simple geste d'accueil devint un salut inattendu. La peur devint fièvre, et la fièvre devint justice, grâce à un courage qui ne cherchait pas les applaudissements. Le bruit de la porte qui claque résonna dans l'hôtel particulier comme un coup de feu. Isabelle Dubois-Martin, âgée d'à peine 12 ans, resta immobile de l'autre côté du portail doré de la maison où elle avait vécu toute sa vie, ses petites mains tremblant contre le fer froid. La pluie de décembre tombait à verse sur Paris, détrempant sa robe rose pâle en quelques secondes. « Ne reviens pas avant que ton père ne soit rentré, sale peste !» La voix stridente de Carmen, sa belle-mère, résonnait encore à ses oreilles. « J'en ai assez que tu viennes gâcher notre famille parfaite. » Isabelle toucha instinctivement la médaille militaire qui pendait à une fine chaîne autour de son cou. C'était tout ce qui lui restait de son grand-père paternel, le colonel Henri Martin, un homme qu'elle n'avait jamais connu mais que son père décrivait toujours comme un héros de guerre. La médaille était chaude contre sa peau glacée, comme si elle gardait encore un peu de la chaleur d'une ancienne protection. La fièvre qu'elle sentait depuis le matin pulsait maintenant à ses tempes. Chaque goutte de pluie semblait percer sa peau comme des aiguilles de glace. Ses lèvres tremblèrent de manière incontrôlable, mais pas seulement à cause du froid. La peur se propageait dans sa poitrine comme une tache sombre, grandissant à chaque minute qu'elle passait seule dans la rue. Édouard Dubois-Martin était à New York pour conclure une affaire qui, selon lui, changerait le cap des 5 prochaines années de l'entreprise. Isabelle savait que son père ne rentrerait que la veille du Nouvel An. Carmen avait tout planifié à la perfection. Une semaine entière pour que la fillette disparaisse tout simplement de sa vie. La dispute avait commencé à cause des fleurs. Isabelle voulait mettre des chrysanthèmes blancs sur la table de Noël, les fleurs préférées de sa mère biologique, Florence, qui était partie quand elle n'avait que 5 ans. Carmen avait explosé de fureur, criant qu'elle ne tolérerait plus de hommage à la défunte dans sa maison. Quand Isabelle avait insisté, disant que c'était une tradition familiale, Carmen l'avait traînée par les bras jusqu'à la porte. « Ta mère est morte et elle ne ressuscitera pas. C'est ma maison maintenant et tu n'es qu'un fantôme qui s'obstine à hanter notre paix. » Isabelle pouvait encore sentir la marque des doigts de Carmen sur son bras gauche, une douleur sourde qui rivalisait avec la fièvre montante. Ses vêtements étaient complètement trempés. La robe rose, qui le matin était sa préférée, collait maintenant à son petit corps comme une seconde peau froide et inconfortable. Elle marcha le long de la rue de Rivoli en direction du centre, sans destination précise. Chaque pas était un effort considérable. Ses chaussures vernies glissaient sur le trottoir mouillé, la faisant trébucher à plusieurs reprises. Les lumières de Noël des immeubles créaient des reflets déformés sur l'asphalte humide, transformant la ville en un flou coloré qui blessait ses yeux fiévreux. Personne ne semblait remarquer une petite fille marchant seule sous la pluie. Les quelques piétons qu'elle croisait couraient la tête basse, protégés par des parapluies et des manteaux épais, trop occupés par leurs propres problèmes pour remarquer la souffrance d'une enfant. La température de son corps oscillait entre des frissons violents et des vagues de chaleur qui la faisaient transpirer même sous la pluie glaciale. Isabelle reconnut les symptômes. Elle avait déjà eu de fortes fièvres, mais jamais seule, jamais sans personne pour s'occuper d'elle. La panique s'installa dans sa poitrine quand elle réalisa qu'elle pourrait s'évanouir là, dans la rue, sans que personne ne sache qui elle était. Quand elle arriva près de la place de la République, ses genoux cédèrent. Elle chercha un abri derrière de grandes bennes à ordures qui se trouvaient au fond d'une ruelle sombre, entre 2 immeubles de bureaux. L'odeur forte des déchets se mêlait à l'arôme de la pluie et du béton mouillé. Là, partiellement protégée de la pluie, Isabelle se recroquevilla contre le mur froid en briques. Elle ramena ses genoux contre sa poitrine, essayant de conserver le peu de chaleur corporelle qui lui restait. La médaille de son grand-père pressait contre son sternum, et elle la serra fort, comme si elle pouvait en extraire un courage qui s'était épuisé depuis longtemps. Les larmes se mêlaient à la pluie sur son visage, mais elle tenta de retenir ses sanglots. Pleurer ne ferait que rendre sa respiration plus difficile, et elle sentait déjà sa poitrine se serrer. Les délires commencèrent lentement. Isabelle voyait des silhouettes bouger dans les ombres de la ruelle, entendait des voix qui semblaient venir de très loin. Sa mère Florence apparaissait et disparaissait entre les poubelles, murmurant des mots qu'elle ne parvenait pas à comprendre.
Le grand-père Henri marchait dans sa direction, en uniforme et sévère, pointant la médaille à son cou. « Courage, ma petite », imagina-t-elle entendre sa voix grave. « Un Martin ne se rend jamais. » Mais elle n'était qu'une enfant de 12 ans, perdue et malade, sans force pour être courageuse. La fièvre montait rapidement maintenant. Ses dents claquaient de manière incontrôlable, et elle pouvait à peine garder les yeux ouverts. Le monde tournait autour d'elle. Les lumières de la rue formaient des spirales colorées qui lui donnèrent le vertige. C'est alors qu'elle entendit des pas s'approcher. Isabelle tenta de mieux se cacher entre les bennes, mais elle n'avait pas la force de bouger. Les pas s'arrêtèrent tout près d'elle. Une voix douce, d'enfant, brisa le silence de la ruelle. « Mon Dieu, mais qui est cette petite ?» Isabelle leva les yeux avec difficulté. Devant elle se tenait une fillette d'environ 10 ans, aux cheveux sombres attachés en tresses mouillées par la pluie. Elle portait des vêtements simples mais propres, un jean délavé et un pull rouge en coton. Dans ses mains, elle tenait un petit paquet mal emballé, protégé par un sac en plastique. « Tu vas bien ?» La fillette s'approcha, ignorant la pluie qui avait recommencé à tomber plus fort. « Tu es brûlante de fièvre. » Isabelle tenta de répondre, mais ses mots sortirent comme des murmures incompréhensibles. La fièvre lui avait volé sa capacité à former des phrases cohérentes. La fillette inconnue regarda autour d'elle, évaluant la situation. Ses yeux révélaient une maturité étrange pour son âge, comme si elle avait déjà vu assez de souffrance pour la reconnaître quand elle la rencontrait. « Je m'appelle Lucie. Tu ne peux pas rester ici, tu vas mourir de froid. » Lucie retira sa propre veste en sweat et la posa sur les épaules d'Isabelle. Le tissu était chaud et sentait la lessive. « J'habite juste à côté. Ma mère ne rentre du travail qu'au milieu de la nuit. Tu peux rester chez nous jusqu'à ce que tu ailles mieux. » Isabelle voulut protester, voulut expliquer qui elle était, voulut avertir des risques de l'aider. Mais la fièvre rendait tout diffus, et la gentillesse de cet enfant inconnu semblait la seule lumière réelle au milieu de l'obscurité qui consumait ses forces. Lucie aida Isabelle à se relever, soutenant son poids avec une détermination surprenante pour quelqu'un d'aussi petit. Ensemble, elles marchèrent lentement dans les rues mouillées, 2 enfants face à la nuit froide de Paris. Isabelle pouvait à peine garder les yeux ouverts, mais elle sentait la sécurité des bras de Lucie autour d'elle. Lorsqu'elles arrivèrent à un petit immeuble de 3 étages, à la peinture écaillée et avec un escalier extérieur en fer, Isabelle perdit complètement connaissance. Lucie la porta comme elle put jusqu'au 2e étage, ouvrit la porte d'un minuscule appartement et fit entrer la fillette inconnue chez elle. Ce que Lucie ne savait pas, c'est qu'elle venait de sauver la fille d'un des hommes les plus puissants du pays. Ce qu'Isabelle ne savait pas, c'est qu'elle venait d'être secourue par quelqu'un qui comprendrait, mieux que quiconque, ce que signifiait être rejetée et abandonnée. La pluie continuait de tomber dehors, et dans les immeubles alentours, des familles se préparaient pour Noël. Mais dans ce petit appartement, 2 vies étaient sur le point de s'entremêler de manière définitive, changeant à jamais leur destin à toutes les 2. L'appartement de Lucie n'avait que 2 petites pièces, une chambre qu'elle partageait avec sa mère et un salon qui servait aussi de cuisine. Les murs étaient peints en blanc, mais le temps avait laissé des taches jaunâtres près du plafond. Le sol était en ciment lissé, couvert de quelques tapis en patchwork que sa mère avait cousus le week-end. Un petit réfrigérateur vieux et bruyant bourdonnait constamment dans un coin, à côté d'une cuisinière à 2 feux qui avait connu des jours meilleurs. Lucie traîna Isabelle jusqu'au canapé 2 places, le seul meuble du salon, en dehors d'une table en plastique et de 2 chaises. Le canapé était vieux mais propre, recouvert d'un plaid en crochet que sa grand-mère avait fait avant de partir. Avec soin, elle retira les vêtements trempés d'Isabelle et la couvrit avec le plaid, ne laissant que la médaille militaire pendre à son cou. « Oh là là, tu es vraiment brûlante !» murmura Lucie en touchant le front d'Isabelle avec le dos de sa main. La fièvre était élevée, dangereuse. Lucie s'était occupée de sa propre mère pendant plusieurs maladies et savait reconnaître quand la situation était sérieuse. Elle courut à la cuisine et alluma le feu sous une vieille bouilloire en aluminium. En attendant que l'eau bouille, elle chercha dans les placards les quelques médicaments qu'elle gardait. Elle trouva un flacon de paracétamol presque vide et quelques herbes que sa mère utilisait pour faire des tisanes. De la camomille, de la mélisse et des feuilles d'eucalyptus qu'elle avait cueillies dans le jardin de la voisine. Isabelle délirait à voix basse, prononçant des noms que Lucie ne reconnaissait pas.
Papa, Carmen, s'il te plaît, ne me laisse pas ici. Maman Florence. » Ses mains s'agitaient sous le plaid, comme si elle essayait de s'accrocher à quelque chose qu'elle seule pouvait voir. « Calme-toi, tu es en sécurité maintenant, » chuchota Lucie, s'asseyant par terre à côté du canapé. Elle mouilla une petite serviette avec de l'eau froide et la posa sur le front d'Isabelle. « Personne ne te fera de mal ici. » Lucie avait 10 ans, mais elle portait sur ses épaules la responsabilité de quelqu'un qui avait grandi trop vite. Sa mère, Françoise Bernard, travaillait comme employée de maison dans 3 maisons différentes pour réussir à payer le loyer du petit appartement. Elle partait à 6 heures du matin et ne rentrait qu'après minuit, laissant Lucie seule la plupart du temps. La fillette avait appris à cuisiner à 8 ans, à laver le linge à 9, et maintenant elle s'occupait d'une inconnue avec le naturel de quelqu'un qui avait toujours dû se débrouiller seul. Ses mouvements étaient précis et soignés, fruit d'une maturité forcée par la nécessité. Quand l'eau se mit à bouillir, Lucie prépara une tisane tiède de camomille et retourna auprès d'Isabelle. Avec une patience infinie, elle réussit à faire boire quelques gorgées à la fillette, même si elle était à moitié consciente. Le liquide chaud sembla calmer un peu ses tremblements. « Tu es riche, n'est-ce pas ?» demanda Lucie à voix basse en observant les mains douces d'Isabelle. Ses ongles, bien soignés, ses cheveux qui, même mouillés et décoiffés, montrèrent des signes de soins coûteux. « Tes vêtements sont chers aussi. Qu'est-ce qu'une fille comme toi faisait seule sous la pluie ?» Isabelle ne répondit pas, perdue dans ses délires fiévreux. Lucie continua de parler, plus pour elle-même que pour l'inconnu. « Ma mère a toujours dit que les riches ne souffrent pas, que tout est facile pour eux. Mais tu as l'air aussi perdu que je me sens parfois. » Le paquet que Lucie portait quand elle avait trouvé Isabelle était sur la table, toujours protégé par le sac en plastique. C'était un cadeau simple qu'elle avait acheté pour sa mère, un savon parfumé et une petite serviette brodée, achetés avec des pièces économisées pendant des mois. Elle avait prévu de le lui donner la veille de Noël, mais maintenant, Noël semblait bien loin face à cette situation. Lucie se leva et alla dans la petite chambre qu'elle partageait avec sa mère. Elle prit une chemise de nuit propre en coton, vieille mais confortable, et retourna dans le salon. Avec un soin extrême, elle enfila le vêtement sec à Isabelle, qui restait inconsciente. La médaille militaire attira son attention. Elle était lourde, ancienne, avec des inscriptions qu'elle n'arrivait pas à bien lire. « Tu as de la famille dans l'armée » chuchota-t-elle en touchant délicatement le métal. « Mon grand-père aussi était soldat. Maman dit qu'il est mort en défendant d'autres soldats dans une guerre loin d'ici. Je ne l'ai jamais connu, mais elle dit toujours que j'ai ses yeux. » Le grand-père de Lucie avait été sergent dans l'armée de terre française et était mort lors d'une mission de paix en Haïti quand sa mère était encore jeune. Françoise racontait toujours des histoires sur son courage, sur le fait qu'il ne laissait jamais personne derrière, qu'il mettait toujours la vie des autres avant sa propre sécurité. « C'est pour ça que je t'ai amené ici, » continua Lucie en ajustant le plaid sur Isabelle. « Papy disait toujours qu'on doit s'occuper de ceux qui en ont besoin, même quand on est aussi dans le besoin. » Les heures passèrent lentement. Lucie alternait entre donner de petites gorgées de tisane à Isabelle, changer la serviette froide sur son front et observer par la petite fenêtre la pluie qui continuait de tomber sur Paris. La circulation dans la rue avait diminué. C'était la veille de Noël, et les gens étaient chez eux avec leur famille. Vers 21h, Isabelle commença à parler plus clairement dans ses délires. Lucie réussit à comprendre quelques phrases complètes qui l'inquiétèrent. « Carmen m'a mise à la porte. Papa n'est pas là. Elle a dit que je ne faisais plus partie de la famille. » Isabelle pleurait en dormant, des larmes coulant sur son visage encore brûlant de fièvre. « Je voulais juste mettre les fleurs de maman sur la table. Pourquoi me déteste-t-elle autant ?» Lucie sentit sa poitrine se serrer. Elle reconnaissait cette douleur dans la voix d'Isabelle. C'était la même douleur qu'elle ressentait quand elle entendait les autres enfants parler de leurs parents, de familles qui dînaient ensemble tous les soirs, de maisons où il y avait toujours quelqu'un qui attendait à leur retour de l'école. « Ta belle-mère t'a mise à la porte ?» demanda Lucie, même si elle savait qu'Isabelle ne pouvait pas l'entendre. « C'est pour ça que tu étais seule dans la rue. Oh là là, quelle femme méchante !» L'indignation grandissait dans le cœur de Lucie. Comment un adulte pouvait-il faire ça à un enfant?
Comment quelqu'un pouvait-il être assez cruel pour laisser une fillette malade seule dans la rue par une nuit froide? Elle-même vivait avec peu, mais n'avait jamais ressenti le genre de rejet qu'Isabelle semblait avoir vécu. À 22h30, Lucie entendit des pas dans l'escalier extérieur de l'immeuble. Son cœur s'emballa. Ça ne pouvait pas encore être sa mère. Elle arrivait toujours après minuit. Mais les pas s'arrêtèrent au 2e étage, juste devant sa porte. De légers coups sur la porte en fer firent sursauter Lucie. Elle s'approcha de la fenêtre et jeta un œil à travers les rideaux improvisés. 3 hommes se tenaient dehors. Ils portaient des vêtements sombres et l'un d'eux parlait à voix basse dans un téléphone portable. Des voitures noires étaient garées dans la rue, les moteurs allumés. « Elle doit être par ici », entendit-elle l'un d'eux dire. Les images des caméras l'ont montré venant dans cette direction. Fouillez maison par maison s'il le faut. Le sang de Lucie se glaça. Il cherchait Isabelle. Mais qui étaient ces hommes? Comment savait-il où elle était? Et plus important encore, que se passerait-il s'il trouvait Isabelle ici, chez elle? Lucie regarda Isabelle, qui continuait de dormir inconsciente sur le canapé, la médaille militaire montant et descendant au rythme de sa respiration irrégulière. Le moindre faux pas pourrait changer leur vie pour toujours. Si ces hommes découvraient qu'elle avait ramené Isabelle à la maison, sa mère pourrait être accusée d'enlèvement, d'ingérence dans les affaires de gens puissants. Mais en regardant le visage souffrant d'Isabelle, brûlant de fièvre et marqué par les larmes, Lucie se souvint des paroles de son grand-père qu'elle n'avait jamais connues. Un soldat n'abandonne jamais un autre soldat, peu importe le risque. Les hommes s'éloignèrent, mais Lucie savait qu'ils reviendraient. La recherche ne faisait que commencer. Dans quelques heures, sa mère arriverait du travail et trouverait une inconnue chez elle. Une inconnue qui, apparemment, était assez importante pour mobiliser des hommes et des voitures la veille de Noël. Lucie se rassit par terre à côté du canapé, tenant la main froide d'Isabelle. Pour la première fois depuis qu'elle avait trouvé la fillette dans la ruelle, elle se permit d'avoir peur. Pas peur d'être découverte ou punie, mais peur que sa décision d'aider puisse détruire la vie de sa mère. Le bruit des voitures s'éloignant résonna dans la rue vide. La pluie continuait de tomber, et quelque part dans la ville, quelqu'un de très puissant cherchait Isabelle. Lucie ferma les yeux et fit une prière silencieuse, demandant protection pour sa mère, pour Isabelle et pour elle-même. Il ne restait que quelques heures avant l'arrivée de sa mère. Des heures pour décider quoi faire, des heures pour découvrir si son courage serait suffisant pour affronter les conséquences d'avoir fait ce qui était juste. Françoise Bernard monta les marches en fer de l'immeuble, les pieds endoloris et le dos bloqué. Elle venait de passer 16 heures à travailler chez la famille Mendes, préparant le réveillon de Noël pour 15 personnes. Ses bras la brûlaient encore à force de faire la vaisselle et ses genoux protestaient à chaque marche gravie. À 42 ans, elle avait l'impression d'en avoir le double. Son salaire d'employé de maison payait à peine le loyer, la facture d'électricité et la nourriture de base. Françoise travaillait dans 3 maisons différentes pendant la semaine et faisait encore des ménages supplémentaires le week-end pour réussir à acheter les fournitures scolaires de Lucie et garder un toit au-dessus de leur tête. Elle rêvait du jour où elle pourrait avoir une vie plus stable, mais pour l'instant, chaque jour était une lutte pour survivre. En ouvrant la porte de chez elle, elle s'attendait à trouver Lucie endormie sur le canapé, comme toujours. Au lieu de cela, elle tomba sur une scène qui la figea sur place. Sa fille était assise par terre, à côté du canapé, où une fillette inconnue dormait, couverte par le plaid en crochet de sa grand-mère. Lucie, qui est cette fille? La voix de Françoise sortit plus fort qu'elle ne l'aurait voulu, chargée de fatigue et de confusion. Lucie se retourna vivement, les yeux rouges d'avoir pleuré éveillée. « Maman, je peux t'expliquer. Elle était malade dans la rue, avec une forte fièvre, seule sous la pluie. Je ne pouvais pas la laisser là. » Françoise s'approcha lentement, observant la fillette endormie. Même malade et les cheveux en désordre, il était impossible de ne pas remarquer la finesse de ses traits, la douceur de ses mains, les signes d'une vie privilégiée. Quand ses yeux se posèrent sur la médaille militaire qui brillait contre la chemise de nuit prêtée, son cœur s'arrêta. Elle connaissait cette médaille. Elle l'avait vue sur les photos des journaux, dans les reportages sur la famille la plus riche de Paris. Françoise porta les mains à sa bouche, étouffant un cri de panique. Là, dormant sur son vieux canapé,
se trouvait Isabelle Dubois-Martin, fille d'Édouard Dubois-Martin, le propriétaire de la moitié des immeubles du centre de la ville. « Jésus-Christ, Lucie, tu sais qui est cette fille ?» Lucie secoua la tête, effrayée par la réaction de sa mère. « Non, maman. » Elle délirait. Elle parlait d'une belle-mère qui l'avait mise à la porte. Elle a dit que son père était en voyage. J'ai juste voulu aider. Françoise se mit à faire les 100 pas dans le petit salon, les mains tremblantes. Elle avait travaillé chez les Dubois-Martin 2 ans auparavant, avant que Carmen n'arrive et ne renvoie presque toutes les anciennes employées. Elle se souvenait parfaitement d'Isabelle enfant, toujours polie, toujours seule, jouant dans les immenses jardins de cet hôtel particulier. Lucie, c'est Isabelle Dubois-Martin. Son père, c'est Édouard Dubois-Martin, l'homme le plus riche de Paris. Françoise s'assit lourdement sur une chaise, le poids de la situation s'abattant sur elle comme une avalanche. Mon Dieu, s'ils découvrent qu'elle est ici, ils vont penser que nous l'avons enlevée. Mais maman, elle a été mise à la porte. La belle-mère ne l'a pas laissée rentrer. Lucie se leva, défendant sa décision, avec la passion de celle qui savait avoir fait ce qui était juste. Elle était en train de mourir de fièvre dans la rue, seule, la veille de Noël. Françoise regarda sa fille et vit en elle le même genre de détermination têtue qu'elle avait hérité de son père. Lucie avait le cœur de son grand-père soldat, toujours prête à aider même si cela comportait des risques. C'était une qualité admirable, mais qui pourrait détruire leur vie. « Lucie, tu ne comprends pas. Les gens comme la famille Dubois-Martin n'acceptent pas les explications. S'ils découvrent que nous avons amené leur fille chez nous, ils nous accuseront de tentative d'enlèvement, d'extorsion, de tout ce qu'ils pourront imaginer. » Les larmes commencèrent à couler sur le visage fatigué de Françoise. « Je peux aller en prison. Tu pourrais être placée dans un foyer. » Isabelle bougea sur le canapé, murmurant quelque chose d'inaudible. Jose était encore rouge de fièvre, mais sa respiration semblait plus stable. Lucie se précipita à ses côtés, mouillant à nouveau la serviette avec de l'eau froide. « Elle va mieux, maman. La fièvre a un peu baissé, » dit Lucie en touchant délicatement le front d'Isabelle. « On ne peut pas l'abandonner maintenant. » Françoise observa la scène et sentit son cœur se briser. Elle voyait sa fille s'occuper de cette fillette riche avec la même tendresse qu'elle-même avait reçue toute sa vie. Lucie ne comprenait pas les différences sociales quand il s'agissait de souffrances humaines. Pour elle, Isabelle n'était qu'une enfant qui avait besoin d'aide. Le vieux téléphone de la maison sonna, coupant le silence tendu de la nuit. Françoise répondit d'une main tremblante. C'était sa sœur, Catherine, qui travaillait comme concierge dans un immeuble de bureau du centre. « Françoise, tu as vu les infos ? La fille d'Édouard Dubois-Martin a disparu. Toute la ville est sur les dents. Police, sécurité privée, même un hélicoptère la cherche. Ils offrent une récompense de 500 000 € pour toute information. » Françoise raccrocha et se rassit, les jambes flageolantes. 500 000 €. C'était plus d'argent qu'elle ne gagnerait en 20 ans de travail comme employée de maison. Assez d'argent pour changer complètement leur vie, pour donner une bonne éducation à Lucie, pour sortir de cette vie de privation constante. « Maman, qu'est-ce qu'il y a? Tu es toute blanche » demanda Lucie, remarquant l'expression de choc sur le visage de sa mère. « Ils offrent une récompense pour elle » murmura Françoise en désignant Isabelle. 500 000 €. Les yeux de Lucie s'écarquillèrent. Elle n'avait jamais vu autant d'argent. Avec 500 000 €, elle pourrait quitter ce minuscule appartement. Sa mère pourrait arrêter de travailler autant. Elle pourrait avoir une vie digne. Mais quand elle regarda Isabelle, dormant paisiblement sur le canapé, protégée par le plaid de sa grand-mère, Lucie sentit quelque chose se nouer dans son estomac. L'idée de livrer cette fillette pour de l'argent, même si c'était à sa propre famille, lui semblait profondément injuste. « Non, maman, on ne peut pas faire ça, » dit Lucie fermement. « Elle nous fait confiance maintenant. Si on la livre, ils la rendront à la belle-mère qui l'a mise à la porte. Et après, qu'est-ce qui lui arrivera ?» Françoise passa les mains dans ses cheveux grisonnants, partagés entre le besoin désespéré d'argent et l'instinct maternel qui s'étendait jusqu'à cet enfant inconnu. Elle connaissait bien la réputation de Carmen Dubois-Martin. Elle avait travaillé dans la maison à son arrivée, issue d'une famille endettée, et avait vu de près comment cette femme traitait Isabelle avec une froideur calculée. « Lucie, 500 000 € changeraient notre vie pour toujours, »
dit Françoise, mais sa voix manquait de conviction. « Tu pourrais aller dans une école privée, avoir un meilleur avenir. Et est-ce que j'arriverai à dormir la nuit en sachant que j'ai abandonné quelqu'un qui avait besoin de moi ?» répliqua Lucie, avec une sagesse qui surprit sa propre mère. « Papy n'aurait pas fait ça. Il n'a jamais abandonné personne pour de l'argent. » Le silence s'installa entre elles. Françoise savait que sa fille avait raison. Son père était mort en protégeant d'autres soldats, en plaçant leur vie au-dessus de sa propre sécurité. Livrer Isabelle pour de l'argent serait trahir tout ce pourquoi il avait vécu et était mort. Isabelle commença à bouger plus activement, ses yeux s'ouvrant lentement. Elle était encore confuse à cause de la fièvre, mais semblait plus consciente qu'auparavant. Ses yeux bleus parcoururent le petit environnement simple, essayant de comprendre où elle était. « Où suis-je » murmura Isabelle, en essayant de s'asseoir. La médaille de son grand-père se balança à son cou quand elle bougea. « Tu es en sécurité » répondit doucement Lucie, l'aidant à s'appuyer sur le canapé. « Je suis Lucie, et voici ma mère, Françoise. Nous t'avons ramenée à la maison quand tu étais malade dans la rue. » Isabelle regarda de nouveau autour d'elle, absorbant les détails de l'appartement simple. Il n'y avait pas de luxe ici, mais il y avait quelque chose que son hôtel particulier n'avait jamais eu, de la chaleur humaine. Les murs étaient peut-être tachés et les meubles vieux, mais tout était propre et organisé avec soin. « Pourquoi m'avez-vous aidé ?» demanda Isabelle, sa voix encore rauque. « Vous ne me connaissez même pas. » Françoise s'approcha et s'assit sur le bord du canapé, regardant la fillette dans les yeux. « Parce que tu avais besoin d'aide, ma petite. Parfois, c'est aussi simple que ça. » À ce moment, des coups violents à la porte brisèrent la quiétude de la nuit. Des voix d'hommes parlaient fort à l'extérieur, et des faisceaux de lampes de poche coupaient l'obscurité à travers les fentes de la fenêtre. « Police! Ouvrez la porte !» Françoise et Lucie se regardèrent, la panique lisible sur leurs visages. Isabelle, encore faible, tenta de se lever. « Non, s'il vous plaît, s'il me ramène... » Ces mots se perdirent dans les larmes. Les coups à la porte s'intensifièrent. Dehors, des voix discutaient des procédures de recherche. L'étau se resserrait, et en quelques secondes, 3 vies allaient être changées à jamais par des décisions qui devaient être prises immédiatement. Françoise regarda sa fille, puis Isabelle, et enfin la porte qui menaçait d'être enfoncée à tout moment. Sa main trembla en atteignant la poignée, sachant que son prochain geste définirait leur destin à tous. Françoise ouvrit la porte d'une main tremblante, le cœur battant si fort qu'il semblait résonner dans l'escalier. Devant elle se tenaient 3 policiers et un homme grand, d'âge mûr, vêtu d'un costume sombre et discret. Ses yeux étaient sérieux mais pas hostiles, et il y avait quelque chose dans sa posture qui transmettait l'autorité sans agressivité. « Madame Françoise. »« Bernard ?» demanda l'homme en costume, montrant une carte d'identité. « Je suis Michel Thomas, chef de la sécurité de la famille Dubois-Martin. Nous devons vous parler. »« Je n'ai rien fait de mal, » balbutia Françoise, essayant de bloquer la vue de l'intérieur de l'appartement. Derrière elle, Lucie tenait la main d'Isabelle, qui s'était cachée derrière le canapé. Michel observa attentivement le visage de Françoise. Il avait travaillé 20 ans comme enquêteur à la police judiciaire avant d'être engagé par Édouard Dubois-Martin. Il connaissait les expressions de culpabilité, de peur et de désespoir. Mais ce qu'il voyait sur le visage de cette femme était différent. C'était la peur de quelqu'un qui protégeait une autre personne, pas de quelqu'un qui avait commis un crime. « Madame Bernard, nous ne sommes pas venus ici pour vous accuser de quoi que ce soit. Nous cherchons Isabelle Dubois-Martin, 12 ans. Elle a disparu il y a près de 24 heures, et nous suivons toutes les pistes possibles. » Michel fit signe aux policiers de rester à distance. Les caméras de sécurité du quartier ont montré une fillette de son âge marchant dans cette direction hier soir. Françoise sentit ses jambes flageoler. À travers la porte entr'ouverte, elle pouvait entendre Lucie murmurer des mots de réconfort à Isabelle. Elle savait qu'elle ne pouvait plus cacher la vérité, mais la peur d'être mal interprétée la paralysait. « Je peux entrer ?» demanda gentiment Michel. « Je vous promets que je ne créerai pas de problème si vous êtes honnête avec moi. » À contre-cœur, Françoise ouvrit la porte. Michel entra seul, demandant aux policiers d'attendre dans le couloir. Le petit appartement parut encore plus petit avec sa présence,
mais il se déplaça avec précaution, comme s'il comprenait qu'il envahissait un espace intime. Quand ses yeux se posèrent sur Isabelle, portant toujours la chemise de nuit prêtée et avec la médaille militaire brillant à son cou, Michel soupira profondément. Là se trouvait la fillette que la moitié de Paris cherchait, visiblement malade et effrayée, mais vivante et apparemment bien soignée. « Isabelle, » dit-il doucement, s'accroupissant pour être à sa hauteur. « Je suis Michel, je travaille pour ton père. Il rentre de New York en ce moment même, désespéré de te retrouver. » Isabelle se recroquevilla encore plus derrière le canapé. « S'il vous plaît, ne me ramenez pas à la maison. Carmen a dit que je n'y avais plus ma place. Elle va me mettre à la porte à nouveau. » Les mots d'Isabelle frappèrent Michel comme un coup de poing à l'estomac. Il avait soupçonné que quelque chose n'allait pas dans la dynamique familiale, surtout après que plusieurs anciennes employées eurent été renvoyées après l'arrivée de Carmen. Mais entendre la confirmation directement de la bouche de la fillette était dévastateur. « Raconte-moi exactement ce qui s'est passé », demanda Michel, s'asseyant par terre pour ne pas paraître intimidant. « Et je veux aussi savoir comment vous l'avez trouvée. » Lucie s'avança, la voix tremblante mais déterminée. Elle était évanouie dans une ruelle, avec une forte fièvre, trempée par la pluie. Je ne pouvais pas la laisser mourir là. Je l'ai ramenée à la maison et je me suis occupé d'elle toute la nuit. Françoise compléta, les larmes coulant sur son visage fatigué. « Monsieur Michel, je sais ce que ça doit paraître. Une employée de maison pauvre, avec la fille de son ancien patron chez elle. Mais nous avons seulement essayé d'aider. La petite était en train de mourir de froid et de fièvre. » Michel écouta en silence pendant qu'Isabelle, la voix entrecoupée par l'émotion, racontait la dispute avec Carmen, le fait d'avoir été mise à la porte la veille de Noël, la marche désespérée sous la pluie jusqu'à son évanouissement dans la ruelle. À chaque mot, l'expression de Michel s'assombrissait. « Carmen t'a mise à la porte parce que tu voulais mettre des fleurs de ta mère sur la table de Noël ?» demanda Michel, incrédule. Isabelle hocha la tête, touchant instinctivement la médaille de son grand-père. Elle a dit qu'elle ne tolérerait plus d'hommage à la défunte, chez elle. Quand j'ai insisté, elle m'a traîné dehors et a fermé le portail à clé. Michel ferma les yeux un instant, mesurant la gravité de la situation. En tant que chef de la sécurité, il avait accès à des informations sur tous les membres de la famille Dubois-Martin. Il connaissait la situation financière de Carmen avant son mariage avec Édouard, ses dépenses excessives, et avait remarqué le changement de comportement d'Isabelle ces derniers mois. « Isabelle, tu es absolument sûre de ce que tu me racontes ? C'est très grave, » dit Michel, sa voix chargée de responsabilité. « J'en suis sûre, » répondit Isabelle en relevant le menton avec un courage qui surprit tout le monde. « Lucie m'a sauvée. Si elle ne m'avait pas trouvée, je serais morte dans cette rue. » Michel se tourna vers Françoise et Lucie, étudiant leur visage. Il voyait une femme travailleuse, épuisée, clairement terrifiée par les conséquences possibles de sa bonté. Et il voyait une fillette courageuse qui avait tout risqué pour aider une inconnue. Il n'y avait là ni malice ni intérêt financier, juste une humanité authentique. « Mesdames, vous avez sauvé la vie d'Isabelle, mais maintenant, nous devons résoudre cette situation d'une manière qui ne nuise à personne, » dit Michel en se levant. « Édouard rentre au pays en ce moment. Il atterrit à Roissy dans 2 heures. »« Et Carmen ?» demanda Isabelle, la peur évidente dans sa voix. « Carmen ne sait pas que vous l'avez trouvée. Elle croit qu'Isabelle est toujours portée disparue dans la rue, » répondit Michel, une expression dure traversant son visage. « Et pour l'instant, nous allons laisser les choses ainsi. » Françoise ne comprit pas. « Comment ça, monsieur Michel ? Carmen a appelé la police hier à 6 heures du matin, 12 heures après avoir mis Isabelle à la porte. Elle a dit qu'Isabelle s'était enfouie pendant la nuit après une dispute d'adolescente normale. » Michel fit des guillemets en l'air avec ses doigts. Elle a menti sur tout. La révélation tomba sur l'appartement comme une bombe. Carmen avait attendu 12 heures avant de signaler la disparition, assez de temps pour que n'importe quelle tragédie puisse se produire. Non seulement elle avait mis Isabelle à la porte, mais elle avait tenté de couvrir ses actes par des mensonges. « Mon père, elle le sait ?» demanda Isabelle, la voix presque un murmure. Non, Édouard était en réunion importante quand il a reçu l'appel. Carmen a réussi à contrôler le récit initial, mais maintenant les choses vont changer, répondit Michel en prenant son téléphone. Je dois l'appeler et lui expliquer la situation réelle.
Isabelle se leva du sol, chancelant légèrement à cause de la faiblesse de la fièvre. « Monsieur Michel, s'il vous plaît, ne laissez pas Carmen faire du mal à Lucie et à Madame Françoise. Elles m'ont sauvé. Si quelqu'un doit être puni, ce devrait être Carmen, pas elle. » La maturité dans la voix d'Isabelle impressionna Michel. Il y avait là une fillette de 12 ans, se remettant encore d'une expérience traumatisante, se souciant plus de la sécurité de ceux qui l'avaient aidée que de sa propre situation. « Isabelle, personne ici ne sera puni pour avoir fait ce qui est juste, » assura fermement Michel. « Mais vous devez comprendre que cette situation aura de grandes conséquences. Le fait que Carmen t'ait mise à la porte est un crime. Mentir à la police est un crime. Et tenter de tout couvrir est aussi un crime. » Lucie, qui était restée silencieuse pendant la conversation, prit enfin la parole. « Monsieur Michel, est-ce qu'Isabelle peut rester ici avec nous jusqu'à ce que son père arrive? Elle est encore faible à cause de la fièvre. » Michel sourit pour la première fois depuis son entrée dans l'appartement. « Lucie, tu as un cœur plus grand que la France. Bien sûr qu'Isabelle peut rester ici avec vous. En fait, je pense que c'est l'endroit le plus sûr pour elle en ce moment. » Françoise s'approcha timidement. « Monsieur Michel, je peux vous demander quelque chose. Qu'est-ce qui va nous arriver maintenant? Je travaille pour plusieurs familles, j'ai besoin de mon emploi. » « Madame Françoise, vous n'allez perdre aucun emploi. Au contraire. » Michel fit une pause, pesant soigneusement ses mots. « Édouard Dubois-Martin est un homme intègre. Quand il saura ce que vous avez fait pour Isabelle, je suis sûr qu'il voudra vous témoigner sa gratitude de manière appropriée. » Michel se dirigea vers la porte, mais s'arrêta et se retourna. « Une dernière chose. Isabelle a mentionné une médaille militaire. Je peux la voir ?» Isabelle toucha la médaille, à son cou, hésitante. Michel s'approcha et examina le métal ancien avec soin. Ses yeux s'écarquillèrent en lisant les inscriptions. « Cette médaille, elle a appartenu au colonel Henri Martin, n'est-ce pas? »« C'était celle de mon grand-père. C'est la seule chose que j'ai de lui, » répondit Isabelle. Michel secoua la tête, impressionné. « Isabelle, ton grand-père a été mon commandant pendant 5 ans dans l'armée. Il m'a appris qu'un soldat n'abandonne jamais un autre soldat, quelles que soient les circonstances. » Il regarda Lucie. « Ma petite, tu as l'esprit d'un soldat. Ton grand-père serait fier. » Lucie rougit, ne sachant pas que Michel avait entièrement enquêté sur l'histoire de la famille Bernard avant de frapper à leur porte. Il connaissait le sergent Antoine Bernard, sa mort héroïque en Haïti, la lutte quotidienne de Françoise pour élever sa fille seule. « Maintenant, je dois aller régler quelques affaires avant l'arrivée d'Édouard. Vous 3, vous serez bien ici. J'ai laissé 2 hommes de confiance dans la rue pour assurer votre sécurité, » dit Michel en se dirigeant vers la sortie. « Et Isabelle, quand ton père arrivera, vous aurez une conversation très sérieuse sur ce qui s'est passé. Prépare-toi. » Quand Michel sortit, l'appartement devint silencieux. Françoise s'assit lourdement sur la chaise, le poids de la situation encore en train de s'imposer à son esprit. Lucie retourna auprès d'Isabelle, qui semblait épuisée, mais soulagée. « Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» demanda Lucie. Isabelle serra la main de son amie, la médaille de son grand-père brillant dans la faible lumière de l'appartement. « Je ne sais pas, Lucie, mais une chose est sûre, ma vie ne sera plus jamais la même après aujourd'hui. » Dehors, Michel montait dans la voiture, son téléphone composant déjà le numéro d'Édouard Dubois-Martin. La conversation qu'il s'apprêtait à avoir changerait non seulement le destin d'Isabelle, mais celui de toute la famille Dubois-Martin. Et dans quelques heures, Carmen découvrirait que ses mensonges étaient enfin arrivés à leur terme. Édouard Dubois-Martin débarqua à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle à 4 heures du matin le 25 décembre, les yeux rouges de fatigue et de désespoir. Il avait passé les 16 dernières heures dans un avion affrété spécialement pour le ramener, se torturant l'esprit avec des pensées sur ce qui aurait pu arriver à Isabelle. Pendant le vol, il n'avait reçu que des informations vagues de Carmen. Sa fille s'était enfuie après une dispute et était portée disparue depuis plus de 24 heures. Michel l'attendait dans le hall des arrivées, son expression sérieuse mais pas désespérée. Édouard courut dans sa direction, sa mallette d'affaires oubliée dans ses mains. « Michel, dis-moi que tu l'as retrouvée, » implora Édouard, la voix brisée par l'émotion. « Je l'ai retrouvée, Édouard. Elle est vivante et en sécurité, » répondit Michel, mais son expression resta grave. « Mais nous devons parler avant que tu ne la voies. Il y a des choses que tu dois savoir sur ce qui s'est réellement passé. »
Sur le chemin de l'appartement de Françoise, Michel raconta tout. L'expulsion d'Isabelle par Carmen, la marche désespérée sous la pluie, la forte fièvre, le sauvetage par Lucie, les mensonges que Carmen avait racontés à la police. À chaque mot, Édouard avait l'impression de recevoir un coup à l'estomac. « Tu es en train de me dire que Carmen a mis ma fille à la porte la veille de Noël ?» demanda Édouard, incrédule. « À cause de Fleur ?» Ce n'était pas à cause des fleurs, Édouard. C'était parce qu'Isabelle représente le souvenir de Florence, et Carmen ne supporte pas qu'on lui rappelle qu'elle n'est ni la première ni la seule femme dans ta vie, répondit Michel avec une franchise brutale. Édouard se passa les mains dans les cheveux, essayant de digérer l'information. Il connaissait Carmen depuis 3 ans, l'avait épousée 2 ans plus tôt en croyant qu'elle serait une bonne figure maternelle pour Isabelle. Il y avait eu des signes que leur relation n'était pas parfaite, mais il n'aurait jamais imaginé que Carmen serait capable d'une telle cruauté. Où est-elle maintenant? Isabelle, je veux dire. Chez ceux qui l'ont sauvée. Une fillette de 10 ans nommée Lucie Bernard et sa mère, Françoise. Elles se sont occupées d'Isabelle toute la nuit, même en connaissant les risques, expliqua Michel. Édouard, si cette petite n'avait pas trouvé Isabelle, nous serions en train de chercher un corps en ce moment. Les mots de Michel résonnèrent dans la voiture silencieuse. Édouard ferma les yeux, imaginant Isabelle seule dans la rue, malade et abandonnée, pendant qu'il concluait des affaires à l'autre bout du monde. La culpabilité s'installa dans sa poitrine comme un poids physique, rendant sa respiration difficile. Quand ils arrivèrent au modeste immeuble du centre-ville, Édouard hésita avant de monter les escaliers. Il avait grandi dans le luxe, toujours entouré de privilèges. Cet environnement représentait une réalité qu'il ne connaissait qu'à travers les chiffres de ses rapports de responsabilité sociale. Françoise ouvrit la porte nerveusement, portant encore son uniforme de travail de la veille. Quand elle vit Édouard Dubois-Martin devant sa porte, elle ne sut que faire un instant. C'était surréaliste d'avoir l'un des hommes les plus puissants du pays dans son petit appartement. « Monsieur Édouard », murmura-t-elle en faisant une petite révérence. « Madame Françoise, ce n'est pas la peine. C'est moi qui devrais m'incliner devant vous, » répondit Édouard, sa voix chargée d'une émotion sincère. « Michel m'a tout raconté sur ce que vous avez fait pour Isabelle. » Édouard entra dans l'appartement et vit immédiatement Isabelle endormie sur le canapé, portant toujours la chemise de nuit prêtée. Lucie était assise par terre à côté d'elle, lisant un livre à voix basse. Elle semblait si tranquille, si en paix, qu'Édouard hésita presque à interrompre ce moment. Isabelle ouvrit les yeux en entendant la voix de son père. Pendant une seconde, elle ne sembla pas croire qu'il était vraiment là. Puis elle se leva en chancelant et courut dans ses bras, sanglotant de manière incontrôlable. « Papa, j'ai cru que je ne te reverrais plus jamais », pleura Isabelle, s'accrochant à Édouard comme s'il était sa seule bouée de sauvetage. Édouard la serra fort, sentant le petit corps encore fragile de sa fille contre le sien. Les larmes qu'il avait retenues pendant tout le vol coulèrent enfin sur son visage. « Pardonne-moi, Isabelle. Pardonne-moi de ne pas avoir été là, de ne pas avoir réalisé ce qui se passait, » chuchota Édouard en embrassant le sommet de la tête de sa fille. « Ça n'arrivera plus jamais. » Lucie observait la scène, les yeux pleins de larmes. Elle n'avait jamais assisté à un moment de retrouvailles entre un père et sa fille, et leur émotion sincère la touchait profondément. Françoise pleurait aussi silencieusement, se souvenant de ce que c'était que de serrer son propre père dans ses bras avant qu'il ne parte pour ne plus jamais revenir. « Papa, je dois tout te raconter, » dit Isabelle en s'éloignant un peu pour regarder Édouard dans les yeux. « Carmen m'a mise à la porte parce que je voulais mettre les fleurs de maman sur la table de Noël. » Édouard écouta en silence, pendant qu'Isabelle racontait les événements de la veille. À chaque mot, son expression s'assombrissait. Quand Isabelle eut terminé, Édouard se tourna vers Lucie et Françoise. « Comment puis-je vous remercier d'avoir sauvé ma fille ?» demanda-t-il, la voix brisée par l'émotion. « Il n'y a pas à remercier, monsieur Édouard. N'importe quelle personne décente aurait fait la même chose, » répondit timidement Françoise. « Non, madame Françoise, malheureusement, toute personne décente n'aurait pas fait ce que vous avez fait, surtout en connaissant les risques, » dit Édouard en la regardant droit dans les yeux. « Vous avez tout risqué pour aider une enfant que vous ne connaissiez même pas. » Lucie s'approcha timidement d'Édouard. « Monsieur Édouard, je peux vous demander quelque chose ?»« Bien sûr, Lucie, tu peux demander ce que tu veux. »
Est-ce qu'Isabelle va devoir retourner à la maison, chez sa belle-mère » demanda Lucie, l'inquiétude évidente dans sa voix. La question frappa Édouard comme un éclair. Il regarda Isabelle, qu'il observait avec attente et peur. Comment pourrait-il ramener sa fille dans une maison où elle ne se sentait clairement pas en sécurité? « Carmen n'habite plus chez moi, » dit Édouard fermement. « Isabelle n'aura plus jamais à vivre avec quelqu'un qui la traite mal. » Isabelle parut soulagée, mais aussi confuse. « Papa, où va habiter Carmen ?»« Ce n'est plus notre problème, ma princesse. Carmen a fait ses choix et maintenant elle va devoir en assumer les conséquences, » répondit Édouard, la voix durcie par la colère. Michel, qui était resté silencieux à observer la réunion de famille, prit enfin la parole. « Édouard, Carmen ne sait pas que nous avons retrouvé Isabelle. Elle croit toujours à la version qu'elle a créée d'une fugue après une dispute. »« Alors nous allons avoir une conversation très éclairante avec elle, » dit Édouard en se levant. La transformation de son expression fut spectaculaire. Le père attentionné et ému laissa place à l'homme d'affaires froid et calculateur qui avait bâti un empire financier. « Papa, je peux rester ici encore un peu ?» demanda Isabelle, surprenant tout le monde. « Je veux rester avec Lucie et Madame Françoise. Elles sont occupées de moi quand j'en avais le plus besoin. » Édouard regarda autour de lui dans l'appartement petit mais accueillant. Il voyait sur les murs quelques photos de famille, des dessins d'enfants de Lucie, des plantes simples mais bien entretenues à la fenêtre. Il y avait là quelque chose que son luxueux hôtel particulier n'avait jamais eu, de l'authenticité. « Bien sûr, ma princesse, tu peux rester ici aussi longtemps que tu le voudras, » accepta Édouard. Puis il se tourna vers Françoise. « Mais je ne peux pas permettre que vous continuiez à vous occuper d'Isabelle sans rien recevoir en retour. Et je ne peux pas non plus permettre que vous continuiez à travailler pour d'autres personnes alors que vous devriez vous occuper de votre propre fille. » Françoise ne comprit pas ce qu'Édouard disait. « Monsieur Édouard ? » ?»« Madame Françoise, j'aimerais que vous veniez travailler exclusivement pour notre famille, pour vous occuper d'Isabelle, de la maison, mais surtout pour être la figure maternelle dont ma fille a besoin, » expliqua Édouard. « Le salaire serait 5 fois supérieur à ce que vous gagnez actuellement, avec logement, nourriture, assurance santé et une école privée pour Lucie. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Françoise regarda sa fille, puis Isabelle, essayant de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. C'était une proposition qui changerait complètement leur vie. « Et je pourrais continuer à être l'amie d'Isabelle ?» demanda Lucie, la première à rompre le silence. « Lucie, vous seriez comme des sœurs, » répondit Édouard, souriant pour la première fois depuis son arrivée en France. « En fait, je pense que vous l'êtes déjà. » Isabelle serra la main de Lucie, ses yeux brillants de joie. « Ce serait comme avoir la famille dont j'ai toujours rêvé. » Mais avant que Françoise ne puisse répondre, le téléphone de Michel sonna. Son expression changea complètement en décrochant. « Édouard, nous avons un problème. Carmen a découvert que nous avons retrouvé Isabelle, et elle vient ici avec une ordonnance du tribunal, prétendant que Françoise a enlevé Isabelle pour extorsion, » dit Michel en rangeant son téléphone. « Elle a réussi à convaincre un juge de permanence que vous essayez de faire chanter la famille. » La joie des retrouvailles se transforma instantanément en panique. Carmen avait joué sa dernière carte, tentant de transformer les victimes en criminels. Et dans quelques minutes, elle arriverait avec l'autorité légale pour détruire la vie des personnes qui avaient sauvé Isabelle. Édouard regarda sa fille, puis Françoise et Lucie, qui l'avaient accueillie avec tant de générosité. La guerre avec Carmen ne faisait que commencer, et cette fois, il se battrait avec toutes les armes à sa disposition. 21 minutes plus tard, le son des sirènes déchira le silence du matin de Noël. Des voitures de police encerclèrent l'immeuble, suivies d'une berline noire d'où émergea Carmen Dubois-Martin, impeccablement vêtue d'un tailleur gris et portant une mallette en cuir. Ses cheveux blonds étaient parfaitement coiffés, comme si elle se rendait à une réunion d'affaires, et non à un possible sauvetage de sa belle-fille. Édouard observa par la petite fenêtre de l'appartement, sa mâchoire se crispant en voyant la femme avec qui il avait partagé les 2 dernières années de sa vie. Carmen monta les escaliers d'un pas décidé, accompagnée de 2 policiers et d'un homme à lunettes qui était clairement un avocat. « Isabelle, va dans la chambre avec Lucie. Maintenant, » ordonna Édouard, sa voix chargée d'une autorité qu'il utilisait rarement avec sa fille. « Papa, je ne veux plus me cacher, » protesta. Isabelle serrant fort la médaille de son grand-père. « J'en ai assez d'avoir peur d'elle. Isabelle, s'il te plaît,
Laisse-moi régler ça, implora Édouard, mais Isabelle secoua la tête avec détermination. Non, papa. Lucie m'a appris à être courageuse. Si je me cache maintenant, Carmen continuera de mentir sur ce qui s'est passé. Françoise était pâle comme un linge, ses mains tremblantes, alors qu'elle serrait Lucie contre elle. Monsieur Édouard, je vous jure que nous n'avons rien fait de mal. Nous avons seulement aidé une enfant qui était en train de mourir dans la rue. Je le sais, Madame Françoise, et je vais le prouver, assura Édouard, mais intérieurement il était désespéré. Carmen avait eu assez de temps pour construire un récit convaincant, et les juges de permanence pendant les jours fériés prenaient souvent des décisions basées sur des informations limitées. Les coups à la porte résonnèrent dans l'appartement comme des coups de marteau. Michel ouvrit, se retrouvant face à face avec Carmen et son cortège juridique. Son expression était celle d'une victoire anticipée, comme si elle avait déjà gagné une guerre qui n'avait même pas commencé. « Carmen, » dit sèchement Michel, « je me doutais que vous viendriez. Michel, j'espère que tu as une bonne explication pour ton implication dans un enlèvement, » répondit froidement Carmen en lui tendant un document officiel. « J'ai ici une ordonnance du tribunal pour récupérer ma belle-fille et arrêter les responsables qui la retenaient captive. » Édouard apparut à la porte, son expression glaciale. « Notre belle-fille ? Depuis quand Isabelle est-elle importante pour toi, Carmen ? Tu l'as mise à la porte hier soir. » Carmen ne s'y a pas. « Édouard, mon chéri, je vois que les émotions altèrent ta perception des faits. Isabelle s'est enfuie de la maison après une dispute d'adolescente normale. Ces gens ont profité d'une enfant vulnérable pour tenter d'extorquer notre famille. »« C'est un mensonge !» cria Isabelle en surgissant de derrière son père. « Tu m'as mise à la porte, tu m'as enfermée dehors et tu as dit que je ne faisais plus partie de la famille. » Carmen regarda Isabelle avec une expression de fausse préoccupation maternelle. « Isabelle, ma chérie, tu avais une forte fièvre. Tu délirais clairement, tu ne te souviens pas bien de ce qui s'est passé. » L'audace de Carmen mit même les policiers mal à l'aise. L'un d'eux, un sergent d'âge mûr aux yeux fatigués, regarda attentivement Isabelle. La fillette ne semblait ni confuse ni manipulée. Elle semblait furieuse et déterminée. « Madame » s'adressa le sergent à Carmen. « La petite semble tout à fait lucide maintenant. Quel genre de dispute pousse une enfant de 12 ans à s'enfuir la veille de Noël, pendant une tempête ?» Carmen hésita une fraction de seconde, mais retrouva rapidement son masque. « Sergent, les adolescents peuvent être très dramatiques. Isabelle voulait organiser une grande fête. Pour Noël, inviter beaucoup de gens. Quand j'ai dit que ce serait un réveillon plus intime, elle a fait une crise et a quitté la maison. »« Mensonge !» explosa Lucie en sortant de derrière sa mère. Elle était en train de mourir de fièvre, seule sous la pluie. Je l'ai trouvée évanouie derrière les bennes à ordures. L'avocat de Carmen s'avança. « Sergent, cet enfant a clairement été briefé sur ce qu'elle doit dire. Nous avons affaire à une tentative d'extorsion élaborée. » Françoise trouva enfin sa voix, bien qu'elle tremblât de peur. « Comment pouvez-vous dire ça? Nous avons sauvé votre fille. Elle était en train de mourir de froid et de fièvre. » Carmen se tourna vers Françoise avec un regard de mépris absolu. « Vous êtes une employée de maison que j'ai renvoyée pour vol il y a 2 ans. Évidemment que vous avez vu une occasion de vous venger et de gagner de l'argent en trouvant Isabelle. » L'accusation frappa Françoise comme une gifle. « Je n'ai jamais rien volé de ma vie. Jamais !» Édouard fit un pas en avant, sa patience s'épuisant enfin. « Carmen, arrête cette mascarade maintenant. Nous avons des caméras de sécurité qui montrent Isabelle sortant seule de la maison hier soir, clairement en panique. Les caméras montrent Isabelle sortant de la maison, oui. Mais elles ne montrent pas le contexte. Elle est partie de son plein gré après notre dispute, rétorqua froidement Carmen, et ces gens ont profité de la situation. » Michel intervint, tendant son propre téléphone au sergent. « Monsieur l'agent, voici les images des caméras de sécurité de la rue. Vous pouvez voir clairement l'état de la fillette quand elle est sortie de la maison. Et vous pouvez aussi voir qu'elle n'est pas revenue parce que le portail a été fermé à clé de l'intérieur. » Le sergent visionna les images, son expression devenant de plus en plus sérieuse. Sur les enregistrements, on pouvait voir Isabelle clairement désespérée, essayant de rentrer chez elle et trouvant le portail fermé. On pouvait la voir marcher sous la pluie, visiblement malade et désorientée. « Madame, » dit le sergent à Carmen, « ces images ne ressemblent pas à une fugue d'adolescente.
Elles ressemblent à une enfant en détresse. Carmen garda son sang-froid, mais Édouard pouvait voir des signes de panique dans ses yeux. « Monsieur l'agent, mon mari est un homme très riche. Ce ne serait pas la première fois qu'on essaie d'utiliser notre fille contre nous. »« Elle n'est pas ta fille !» cria Isabelle, perdant enfin le contrôle. « Tu m'as toujours détesté. Tu as toujours dit que je gâchais ta vie parfaite. Hier, tu as dit que je n'étais qu'un fantôme qui hantait votre paix. » Les mots d'Isabelle résonnèrent dans l'appartement silencieux. Même l'avocat de Carmen sembla mal à l'aise. L'émotion dans la voix de la fillette était trop authentique pour être une mise en scène. « Isabelle, tu es clairement manipulée par ces gens, » insista Carmen, mais sa voix avait perdu une partie de sa conviction. Édouard s'approcha de sa femme, sa voix basse mais chargée de menaces. « Carmen, tu as une chance d'arrêter ça maintenant, une chance d'admettre ce que tu as fait et de sortir de notre vie sans plus de problème. »« Tu me menaces, Édouard ?» demanda Carmen en essayant de paraître indignée. « Non, je t'offre une sortie digne, parce que si tu continues cette mascarade, je te détruirai légalement, financièrement et socialement, » répondit Édouard avec une froideur qui fit même frémir Michel. Carmen regarda autour d'elle, évaluant la situation. Elle voyait la détermination dans les yeux d'Isabelle, la protection féroce de Lucie et Françoise, la fidélité de Michel et la colère froide d'Édouard. Un instant, son masque de contrôle vacilla. « Nous pouvons en parler à la maison, Édouard, » dit Carmen, tentant un changement de stratégie. « Nous n'avons pas besoin d'impliquer des étrangers dans nos affaires de famille. »« Des étrangers ?» répéta Édouard, incrédule. « Carmen, ces gens ont sauvé ma fille. Pendant que tu dormais tranquillement dans notre lit, croyant qu'Isabelle était morte dans un caniveau, ils la maintenaient en vie. » La vérité des mots d'Édouard frappa Carmen comme un coup de poing. Elle avait effectivement bien dormi la nuit précédente, soulagée de ne plus avoir à s'occuper d'Isabelle pendant au moins quelques jours. La culpabilité qu'elle avait refoulée commença à remonter à la surface. L'avocat de Carmen lui murmura quelque chose à l'oreille. Elle secoua violemment la tête, mais il insista, désignant les expressions des policiers qui n'étaient clairement plus de son côté. « Peut-être, » dit l'avocat assez fort pour que tout le monde entende, « devrions-nous reconsidérer notre approche. Il est possible qu'il y ait eu un malentendu. » Carmen le regarda avec fureur, réalisant qu'elle était abandonnée même par celui qu'elle avait engagé. L'ordonnance du tribunal, qui semblait être sa victoire assurée, se transformait en une humiliation publique. Isabelle fit un pas en avant, regardant Carmen droit dans les yeux. « Tu as toujours su que je rappelais ma mère à mon père, et tu détestais ça. Tu détestais qu'il m'aime, que je fasse partie de sa vie avant. Toi, c'est pour ça que tu m'as mise à la porte, pour me faire disparaître pour toujours. » Les mots d'Isabelle fendirent l'air comme une épée. Carmen ouvrit et ferma la bouche plusieurs fois, luttant clairement pour trouver une réponse qui ne l'incriminerait pas davantage. « Vous ne comprenez pas la pression d'élever un enfant qui n'est pas le vôtre, » murmura Carmen, sa voix perdant toute son autorité. « Personne ne t'a demandé d'élever Isabelle, » dit froidement Édouard. « Tu as choisi d'entrer dans notre vie, et tu as choisi de traiter ma fille comme un problème, à éliminer. » Le sergent rangea son téléphone et s'adressa à Carmen. « Madame, sur la base de ce que j'ai vu et entendu ici, je vous recommande de retirer cette ordonnance. Il n'y a aucune preuve d'enlèvement ou d'extorsion. Il y a la preuve qu'une enfant a été aidée par des personnes bienveillantes. » Carmen regarda une dernière fois autour d'elle, sa défaite complète et humiliante. Il n'y avait plus de cartes à jouer, plus de mensonges qui pouvaient la sauver. Sa tentative de détruire les personnes qui avaient sauvé Isabelle s'était complètement retournée contre elle. « Ce n'est pas fini, » dit Carmen à voix basse, mais sa menace sonnait creux même pour elle. « Si, c'est fini, » répondit Édouard avec une finalité absolue. « Et quand nous rentrerons à la maison, tu découvriras exactement à quel point c'est fini. » Carmen quitta l'appartement, accompagnée de son avocat nerveux, laissant derrière elle un silence tendu. Mais Isabelle savait que la guerre n'était pas encore terminée. Quand ils rentreraient à la maison, Carmen tenterait un dernier coup désespéré qui pourrait détruire tout ce qu'ils avaient construit ce Noël. L'hôtel particulier des Dubois-Martin n'avait jamais paru aussi froid et hostile à Isabelle que ce matin de Noël. Quand Édouard gara la voiture dans le garage, elle hésita avant de sortir, serrant fort la main de Lucie qui avait insisté pour l'accompagner. Françoise était également avec eux,
invité par Édouard à assister à ce qu'il appelait la fin d'une ère. Carmen était arrivée 15 minutes plus tôt et se tenait dans le grand salon, essayant toujours de conserver une apparence de dignité. Elle avait troqué son tailleur gris contre une robe de marque, comme si elle pouvait utiliser l'élégance pour masquer la défaite humiliante qu'elle avait subie dans l'appartement de Françoise. « Isabelle, ma chérie, » dit Carmen lorsque la fillette entra dans la pièce essayant de paraître maternelle. « Je suis si contente que tu ailles bien. Nous pouvons oublier tout ce malentendu et redevenir une famille heureuse. » Isabelle regarda Carmen avec une maturité qui la surprit elle-même. « Nous n'avons jamais été une famille heureuse, Carmen. Tu m'as toujours traité comme un problème à éliminer. »« Isabelle, ce n'est pas vrai, » protesta Carmen, mais sa voix manquait de conviction. « J'ai toujours essayé d'être une bonne mère pour toi. »« Une bonne mère ne met pas une enfant malade à la porte la veille de Noël, » intervint Lucie, sa voix ferme malgré l'intimidation du cadre luxueux. « Une bonne mère ne laisse pas une fillette mourir de froid dans la rue. » Carmen regarda Lucie avec un mépris à peine dissimulé. « Et qui a dit qu'une enfant pauvre avait le droit de donner son avis sur notre famille ?»« Carmen !» La voix d'Édouard résonna dans la pièce comme un coup de tonnerre. « Cette enfant pauvre a sauvé la vie de ma fille pendant que tu dormais tranquillement, croyant qu'Isabelle était morte dans un caniveau. » La vérité des mots d'Édouard frappa Carmen comme une gifle. Elle avait effectivement bien dormi la nuit précédente, non pas parce qu'elle s'inquiétait pour Isabelle, mais parce qu'elle était soulagée de s'être débarrassée du problème. Édouard se dirigea vers le bureau de la maison, revenant avec un dossier volumineux. « Carmen, puisque tu aimes tant les documents juridiques, en voici quelques-uns que j'ai préparés pendant le vol de retour. » Carmen prit les papiers d'une main tremblante. C'étaient des documents de divorce déjà signés par Édouard et un inventaire complet de ses biens avant le mariage. Son visage pâlit à mesure qu'elle lisait. « Édouard, tu ne peux pas être sérieux, » murmura Carmen, les pages tremblant dans ses mains. « Nous pouvons arranger ça. Ce n'était qu'un malentendu. » « Un malentendu ?» répéta Édouard incrédule. « Carmen, tu as mis ma fille à la porte, et ensuite tu as menti à la police. Tu as tenté de transformer les personnes qui l'ont sauvée en criminels. Quelle partie de tout ça est un malentendu ?» Carmen se leva, tentant une dernière stratégie. « Édouard, pense au scandale, ton image publique, tes affaires. Un divorce maintenant, avec toute cette exposition, pourrait nuire à tout ce que tu as construit. »« Mon image publique ?» Édouard rit amèrement. « Carmen, quand la vérité sur ce que tu as fait à Isabelle sera rendue publique, je serai considéré comme un héros pour m'être débarrassé de toi. » Françoise, qui était restée silencieuse dans un coin de la pièce, observant ce monde de luxe qu'elle ne connaissait qu'en tant qu'employée, prit enfin la parole. « Madame Carmen, avez-vous la moindre idée de ce que c'est que de voir un enfant presque mourir? De tenir une fillette de 12 ans délirant de fièvre, appelant son père ?» Carmen se tourna vers Françoise avec fureur. « Vous n'avez pas le droit de me juger. Vous ne savez pas ce que c'est que de vivre avec le fantôme d'une femme morte, de rivaliser avec le souvenir de quelqu'un que son mari a sanctifié. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Carmen venait enfin de révéler la vérité sur ses sentiments, la jalousie maladive qu'elle ressentait pour Florence et par extension pour Isabelle. « C'était donc ça, » dit Isabelle, sa voix chargée d'une profonde tristesse. « Tu me détestais parce que je te rappelais que papa avait aimé quelqu'un d'autre avant toi. » Isabelle. Carmen tenta de s'approcher, mais la fillette recula. « Ne t'approche pas de moi, » dit fermement Isabelle. « Lucie m'a appris que la vraie famille ne blesse pas, n'abandonne pas. Tu n'as jamais été ma famille. » Édouard observa l'échange entre Isabelle et Carmen, voyant clairement que sa fille avait beaucoup grandi au cours des dernières 24 heures. La souffrance l'avait fait mûrir, mais l'avait aussi renforcée. « Carmen, tu as 1 heure pour faire tes valises et quitter ma maison, » dit Édouard avec finalité. « Tes effets personnels pourront être récupérés plus tard sur rendez-vous. » Carmen regarda autour d'elle la pièce luxueuse qu'elle avait considérée comme sienne pendant 2 ans. Les tableaux coûteux, les meubles de designer, la vue privilégiée sur le jardin. Tout cela était sur le point de disparaître de sa vie. « Et l'argent ? Les 2 ans de mariage ?» demanda Carmen, essayant de conserver une certaine dignité. Michel, qui était resté discrètement à l'entrée du salon, s'avança avec un « autre dossier ».
Carmen, voici le contrat de mariage que vous avez signé. En cas de divorce pour faute grave, ce qui inclut la maltraitance de la belle-fille, vous n'avez droit à rien d'autre que les biens que vous avez apportés au mariage. Carmen prit le document, se souvenant vaguement d'avoir signé plusieurs papiers lors de la préparation du mariage. À l'époque, elle était tellement concentrée sur l'obtention de la sécurité financière qu'Édouard représentait qu'elle n'avait pas prêté beaucoup d'attention aux détails juridiques. « Ça ne peut pas être légal », protesta Carmen, mais sa voix sonnait, désespérée. 2 ans de mariage doivent bien valoir quelque chose. 2 ans de torture psychologique pour ma fille ne valent rien d'autre qu'une plainte au pénal, répondit froidement Édouard. Et oui, Carmen, j'envisage de te poursuivre pénalement pour abandon de mineur. La menace de poursuite pénale frappa Carmen comme un seau d'eau froide. Elle avait mal calculé toute la situation. Elle avait pensé pouvoir manipuler les événements en sa faveur, mais elle avait sous-estimé la détermination d'Édouard lorsqu'il s'agissait d'Isabelle. « S'il te plaît, Édouard, » implora Carmen, toute son arrogance précédente ayant disparu. « J'ai fait une erreur. Je peux changer, je peux être meilleur pour Isabelle. » Isabelle s'approcha de Carmen, la regardant droit dans les yeux. « Carmen, pendant 2 ans, j'ai essayé de gagner ton affection. J'ai essayé d'être la fille que tu voulais que je sois. Mais tu as toujours clairement montré que j'étais un obstacle dans ta vie parfaite. Isabelle, Carmen tenta de parler, mais la fillette continua. Hier soir, alors que je m'évanouissais de fièvre dans la rue, la seule chose à laquelle je pouvais penser, c'est que tu avais raison, que je n'appartenais vraiment à aucun endroit, dit Isabelle, les larmes coulant sur son visage. Mais Lucie et Madame Françoise m'ont montré que j'avais tort. J'appartiens aux endroits où les gens se soucient de moi. Lucie s'approcha d'Isabelle, lui tenant la main en signe de soutien silencieux. L'amitié née au milieu de la souffrance se révélait plus forte que n'importe quel lien de sang ou de loi. Carmen regarda les 2 fillettes main dans la main et pour la première fois sembla comprendre l'ampleur de ce qu'elle avait perdu. Pas seulement le luxe et la sécurité financière, mais la chance de faire partie d'une vraie famille. « Je peux me racheter », murmura Carmen plus pour elle-même que pour les autres. « Je peux montrer que j'ai changé. »« Non, Carmen, » dit fermement Édouard. « Certaines choses sont irréversibles. Tu as franchi une ligne que tu n'aurais jamais dû franchir. Mettre une enfant malade à la porte la veille de Noël, c'est impardonnable. » Carmen commença à sortir de la pièce, vaincue et humiliée. À la porte, elle se retourna une dernière fois. « Édouard, tu vas le regretter. Isabelle grandira et comprendra que j'essayais seulement de protéger notre famille de l'influence de gens comme elle. » Françoise se leva, sa dignité blessée par la dernière offense de Carmen. « Madame Carmen, les gens comme nous connaissent la valeur de prendre soin de ceux qui en ont besoin. Vous avez tout eu dans la vie et vous avez choisi de l'utiliser pour blesser une enfant innocente. Vous ne savez rien de ce que c'est que de tout avoir, » répliqua Carmen avec venin. « Vous avez toujours été pauvre, vous serez toujours pauvre, même si Édouard essaie d'acheter votre loyauté avec de l'argent. » L'accusation toucha profondément Françoise, la faisant se demander si Édouard la voyait vraiment comme une personne digne ou simplement comme quelqu'un qu'il pouvait acheter. Édouard perçut le doute dans les yeux de Françoise et s'approcha d'elle. « Madame Françoise, mon offre d'emploi n'est ni de la charité ni une tentative d'acheter quoi que ce soit. C'est la reconnaissance de qui vous êtes vraiment. » Carmen rit amèrement. « C'est touchant. Le millionnaire et l'employé de maison unis par la tragédie. On verra combien de temps dure ce conte de fées. Carmen, sors de ma maison avant que j'appelle. »« La sécurité » ordonna Édouard, sa patience s'épuisant définitivement. Carmen se dirigea vers l'escalier, mais s'arrêta de nouveau. Il y avait quelque chose dans son expression qui alerta Michel, une sorte de désespoir qui pouvait mener à des actions imprudentes. « Édouard, tu crois vraiment que tu peux te débarrasser de moi comme ça? Comme si j'étais un déchet ?» demanda Carmen, sa voix prenant un ton dangereux. « Tu t'es débarrassé de toi-même quand tu as décidé de blesser ma fille ?» répondit Édouard. Carmen monta les escaliers, mais Michel la suivit discrètement. Quelque chose dans son expression l'avait alarmée. Les femmes qui n'ont rien à perdre font parfois des choses désespérées, surtout lorsqu'elles se sentent publiquement humiliées. En bas, Isabelle se blottit entre son père et Lucie, se sentant enfin en sécurité dans sa propre maison. Mais à l'étage, Carmen passait des appels téléphoniques urgents.
planifiant un dernier coup qui pourrait détruire le fragile bonheur qui s'était formé ce Noël. Quand Michel redescendit, son expression inquiète alerta Édouard. « Nous avons un problème. Carmen parle à des journalistes. Elle prévoit de divulguer une version déformée de l'histoire avant que la vérité ne sorte. La guerre avec Carmen était loin d'être terminée. En fait, la bataille la plus dangereuse ne faisait que commencer. 6 mois après le Noël le plus transformateur de leur vie, Isabelle Dubois-Martin se tenait sur la scène de l'auditorium de sa nouvelle école, tenant un micro avec des mains qui ne tremblaient plus de peur mais d'émotion. Devant elle, un public de 200 personnes attendait dans un silence respectueux. C'était le jour de la présentation du projet « Chaîne de bonté » qu'Isabelle et Lucie avaient développé ensemble. « Je m'appelle Isabelle Dubois-Martin, j'ai 13 ans et je veux vous raconter la nuit qui a changé ma vie pour toujours », commença Isabelle, sa voix claire résonnant dans l'auditorium. Au premier rang, Édouard souriait fièrement aux côtés de Françoise, qui portait désormais une élégante robe bleu marine, bien différente des uniformes d'employés de maison qu'elle avait portés pendant tant d'années. Lucie était en coulisses, attendant son tour de parler, vêtue de l'uniforme de l'école privée où elle étudiait depuis 5 mois. Isabelle raconta son histoire sans omettre les détails douloureux. Elle parla du rejet de Carmen, de la nuit froide dans la rue, de la fièvre qui avait failli la tuer. Mais elle parla surtout de Lucie, de la façon dont une fillette d'une famille modeste avait tout risqué pour sauver une inconnue. La tentative de Carmen de ternir la réputation de la famille dans les journaux avait échoué de manière spectaculaire. Michel avait été plus rapide qu'elle, fournissant toutes les preuves à la presse avant que Carmen ne puisse déformer les faits. Les enregistrements de sécurité, les rapports médicaux sur l'état d'Isabelle lorsqu'elle avait été retrouvée, et surtout le témoignage émouvant des victimes elles-mêmes avaient transformé Carmen en la méchante de l'histoire. Quand je me suis réveillé dans l'appartement de la famille Bernard, malade et effrayé, j'ai pensé que j'étais dans un autre endroit où je n'étais pas la bienvenue, continua Isabelle, ses mots captivant l'attention de l'auditoire. Mais Lucie m'a appris quelque chose que je n'avais jamais appris dans ma luxueuse maison, que la vraie famille n'a rien à voir avec l'argent ou le sang. Elle a à voir avec l'amour et la protection. Lucie monta sur scène quand Isabelle l'appela, marchant avec une confiance qu'elle avait développée au cours des derniers mois. La transformation en elle était impressionnante. La fillette timide qui s'occupait d'Isabelle dans le petit appartement était devenue une élève brillante, déléguée de classe, respectée tant par les professeurs que par ses camarades. « Je m'appelle Lucie Bernard, et quand j'ai trouvé Isabelle cette nuit-là, je n'ai pas hésité une seconde avant de l'aider, » dit Lucie au micro. « Mon grand-père, que je n'ai jamais connu, est mort en sauvant d'autres soldats. Ma mère m'a appris que ce courage est de famille. » Le public était visiblement ému. Plusieurs adultes essuyaient discrètement leurs larmes, touchés par la maturité et la sagesse des 2 fillettes. Édouard observait les filles avec une fierté qui transcendait le simple orgueil paternel. Au cours des 6 derniers mois, il avait été témoin d'une transformation non seulement chez Isabelle, mais aussi dans sa propre perspective de la vie. L'entreprise continuait de prospérer, mais il avait complètement restructuré ses priorités. Il travaillait désormais de chez lui 3 jours par semaine et ne manquait jamais les dîners en famille. Françoise était devenue bien plus qu'une employée. Elle était la figure maternelle dont Isabelle avait toujours eu besoin, la confidente qu'Édouard n'avait jamais eue, et l'encre émotionnelle qui faisait fonctionner la maison avec un amour sincère. Le salaire généreux qu'Édouard lui versait lui avait permis d'acheter son propre appartement dans le même quartier que l'hôtel particulier, mais elle passait la plupart de son temps chez les Dubois-Martin, où elle se sentait vraiment en famille. « Notre projet Chaîne de bonté n'est pas une question de charité », expliqua Isabelle au public. « Il s'agit de reconnaître que nous pouvons tous être sauvés par des personnes que nous n'imaginons même pas. Et nous pouvons tous être la personne qui sauve quelqu'un. » Les filles présentèrent les résultats de 6 mois de travail. Elles avaient identifié 15 familles en situation de vulnérabilité dans la région et créé un réseau de soutien qui mettait en relation des personnes ayant des ressources avec des personnes dans le besoin. Pas seulement une aide financière, mais un mentorat éducatif, des opportunités d'emploi et surtout des relations humaines authentiques. Lucie m'a appris que l'héroïsme n'a pas besoin de cape ou de super-pouvoir,
dit Isabelle en regardant directement son amie. Parfois, l'héroïsme, c'est simplement de voir quelqu'un souffrir et de décider de l'aider, même quand on souffre aussi. Lorsque les filles terminèrent leur présentation, le public se leva pour une ovation qui dura près de 5 minutes. Professeurs, parents, autorités locales et membres de la presse applaudirent non seulement le projet, mais aussi le courage et la maturité des 2 jeunes filles. Après la cérémonie, une journaliste de la télévision s'approcha d'Isabelle et de Lucie. C'était la même journaliste qui avait couvert le scandale du « Noël de l'abandon », comme la presse avait surnommé l'affaire Carmen. « Isabelle, que ressens-tu en sachant que ton histoire a inspiré des changements dans la législation sur la protection de l'enfance ?» demanda la journaliste. Isabelle hésita un instant, s'habituant encore à l'attention des médias. « Je suis heureuse si notre histoire peut aider d'autres enfants. Mais ce qui me rend le plus fier, c'est que Lucie et moi avons prouvé que la bonté existe et qu'elle peut transformer des vies. » La journaliste se tourna vers Lucie. « Lucie, ne regrettes-tu pas d'avoir pris autant de risques pour aider une inconnue ?»« Jamais, » répondit Lucie sans hésitation. « Isabelle n'était pas une inconnue quand je l'ai aidée. C'était une enfant qui souffrait et c'est tout ce qui comptait. » Édouard s'approcha des filles, posant une main sur l'épaule de chacune. Au cours des derniers mois, il avait appris à montrer son affection d'une manière qu'il n'avait jamais pu faire avant le Noël qui avait tout changé. « J'aimerais ajouter quelque chose, » dit Édouard à la journaliste. « Lucie et Madame Françoise n'ont pas seulement sauvé ma fille. Elles m'ont appris ce que signifie vraiment être une famille. L'argent construit des maisons, mais l'amour construit des foyers. » L'interview fut interrompue par l'arrivée de Michel, qui s'approcha avec une expression sérieuse. « Édouard, je dois te parler, c'est à propos de Carmen. » Le groupe s'éloigna, des caméras. Michel tendit un document officiel à Édouard. « La sentence est tombée aujourd'hui. Carmen a été condamnée à 2 ans de prison pour abandon de mineur, plus une lourde amende. Il lui est également interdit d'approcher Isabelle pour les 5 prochaines années. » Isabelle accueillit la nouvelle en silence. Au cours des derniers mois, elle avait appris à ne pas nourrir de colère ou de désir de vengeance. Carmen avait choisi son chemin, et maintenant, elle en affrontait les conséquences. « Comment va-t-elle » demanda Isabelle, surprenant tout le monde par son inquiétude. Selon son avocat, elle est repentante. La prison et l'exposition publique l'ont changée. Elle m'a demandé de te remettre ça, dit Michel en lui tendant une lettre cachetée. Isabelle regarda la lettre un long moment, puis la rangea sans l'ouvrir. « Je la lirai à la maison tranquillement. » Françoise s'approcha d'Isabelle, l'enveloppant dans une étreinte protectrice. « Tu n'es pas obligée de la lire si tu ne le veux pas, ma chérie. »« Je sais, tata Françoise, mais je crois que je dois le faire, » répondit Isabelle, utilisant le tendre « tata » qu'elle avait adopté pour Françoise ces derniers mois. Le soleil de l'après-midi de juin dorait la cour de l'école, alors que la famille Dubois-Martin-Bernard, comme ils avaient commencé à s'appeler de manière informelle, se dirigeait vers la voiture. Édouard au milieu, un bras autour d'Isabelle et l'autre autour de Lucie. Françoise marchait à leur côté, portant le dossier du projet que les filles avaient à présenter. « Papa, » dit Isabelle, alors qu'ils montaient en voiture, « je peux te poser une question ?»« Toujours, ma princesse. Tu penses que maman Florence serait fière de ce que je suis devenue ?» Édouard arrêta ce qu'il faisait et regarda sa fille dans les yeux. Il y voyait la même bonté pour laquelle il était tombé amoureux de Florence, mais renforcée par des expériences que Florence elle-même n'avait jamais affrontées. « Isabelle, ta mère serait plus que fière. Elle serait émerveillée, » répondit Édouard, la voix brisée par l'émotion. « Tu es devenue exactement la personne qu'elle rêvait que tu sois. » Lucie serra la main d'Isabelle, les 2 fillettes partageant un moment de compréhension silencieuse. Elles avaient traversé tant de choses ensemble ces derniers mois, l'adaptation de Lucie à l'école privée, où elle avait d'abord fait face aux préjugés et à la méfiance, la thérapie d'Isabelle pour surmonter le traumatisme de l'abandon, les nuits où elles s'étaient mutuellement consolées lorsque le poids des transformations semblait trop lourd à porter. « Tata Françoise, » dit Lucie alors que la voiture se déplaçait dans la circulation parisienne, « regrettes-tu d'avoir quitté ton travail dans les autres maisons ?» Françoise sourit, regardant par la fenêtre les immeubles qui défilaient. « Lucie, j'ai travaillé 17 ans comme employée de maison, en me sentant toujours invisible. Maintenant, je me réveille chaque jour en sachant que je suis valorisée, respectée, aimée.
Comment pourrais-je regretter? La voiture s'arrêta au feu rouge près de la ruelle où Lucie avait trouvé Isabelle 6 mois plus tôt. Les deux fillettes regardèrent l'endroit, se souvenant de la nuit qui avait tout changé. « Tu sais ce que je trouve le plus incroyable ?» dit Isabelle pensivement. « Si Carmen ne m'avait pas mise à la porte, je ne vous aurais jamais rencontré. Je n'aurais jamais découvert ce qu'est une vraie famille. Parfois, les mauvaises choses arrivent pour que les bonnes choses puissent naître, » acquiesça Lucie, avec une sagesse qui continuait de surprendre les adultes. Quand ils arrivèrent à l'hôtel particulier, qui ressemblait maintenant vraiment à un foyer, Isabelle ouvrit enfin la lettre de Carmen. Les trois autres respectèrent son espace, attendant dans le salon pendant qu'elle lisait dans le jardin, assise sur le banc où elle jouait seule des années auparavant. La lettre était brève, écrite à la main sur du simple papier de prison. « Isabelle, je sais que je ne mérite pas ton pardon et je ne le demande pas. Je veux juste que tu saches que mes erreurs n'étaient pas de ta faute. Tu as toujours été une fille spéciale, et j'étais trop aveuglée par la jalousie pour le voir. Lucie et Madame Françoise ont fait pour toi ce que je n'ai jamais réussi à faire. T'aimer sincèrement. Sois heureuse avec ta vraie famille. Carmen. » Isabelle plia soigneusement la lettre et rentra à l'intérieur. Elle trouva sa famille réunie dans le salon, l'attendant avec des expressions inquiètes. « Comment te sens-tu » demanda Édouard. « En paix » répondit honnêtement Isabelle. Carmen a enfin dit la vérité, et la vérité me libère. Ce soir-là, alors qu'ils dînaient ensemble comme ils le faisaient tous les soirs depuis 6 mois, Isabelle fit une annonce. « Je veux que vous sachiez que je considère ce jour comme le plus heureux de ma vie. »« À cause de la présentation ?» demanda Lucie. « Non, parce qu'aujourd'hui j'ai complètement compris une chose que j'apprends depuis des mois. La famille, ce n'est pas qui nous a donné la vie ou qui nous a élevés. La famille, c'est qui choisit de rester à nos côtés quand tout s'effondre. » Isabelle regarda autour de la table, vers Édouard, qui était devenu le père présent qu'il aurait toujours dû être, vers Françoise, qui était devenue la mère qu'elle avait perdue, et vers Lucie, qui était devenue la sœur qu'elle n'avait jamais eue. « Vous m'avez choisi quand je n'avais rien à offrir à part des problèmes et de la tristesse. C'est ça, le véritable amour. » Plus tard, alors qu'Isabelle se préparait à dormir, elle trouva la médaille de son grand-père sur sa coiffeuse. Elle avait cessé de la porter quotidiennement des mois auparavant, non pas parce qu'elle avait perdu sa valeur, mais parce qu'elle n'avait plus besoin d'une amulette pour se sentir protégée. Elle prit la médaille et la rangea soigneusement dans une petite boîte spéciale. Ce n'était plus un symbole de protection désespérément nécessaire, mais un rappel du courage qu'elle avait découvert en elle-même. Par la fenêtre de sa chambre, elle pouvait voir les lumières de la ville s'étendre jusqu'à l'horizon. Quelque part là-dehors, d'autres enfants souffraient peut-être comme elle avait souffert. Mais Isabelle savait que, grâce au projet qu'elle et Lucie avaient créé, au moins certains d'entre eux trouveraient de l'aide. Le Noël qui avait commencé par le rejet et l'abandon s'était transformé en le point de départ d'une nouvelle ère. Une ère où l'amour triomphait de la peur, où la bonté l'emportait sur la cruauté, et où deux fillettes avaient prouvé que les vrais miracles se produisent lorsque nous décidons de prendre soin les uns des autres. Isabelle s'endormit cette nuit-là avec un sourire aux lèvres, sachant que pour la première fois de sa vie, elle était exactement là où elle devait être, à la maison, avec sa vraie famille.